Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes samedi 2 janvier et je vous adresse tous mes vœux pour 2021, surtout d'une bonne santé par les temps qui courent, cela vaut mieux. Et d'avoir une bonne immunité. Alors évidemment, j'aimerais bien vous dire que 2021 sera meilleur que 2020 pour la France et le monde, mais je n'en crois pas un mot. Et généralement, je dis ce que je pense. Bien sûr, à titre individuel, je vous souhaite le meilleur, mais bon, il y a l'arrivée de certains vaccins, mais ce qui se profile cette année est plutôt violent. Je pense qu'au premier trimestre, il va y avoir des faillites, des cessations d'activité qui vont tomber, entraînant chômage, fermeture d'activité, désertification des centres, des petites villes, des villes moyennes. Je prédis, vous savez, c'est l'horoscope des voyants début d'année dans les magazines. Je prédis la misère sociale, la disparition du nombre de lieux de convivialité que sont les bars, les restaurants. Je pense aussi à une activité qui m'est chère, aux écoles de danse, aux clubs de danse. Voilà, tous ces lieux risquent de disparaître. Cela va encore renforcer le sentiment d'abandon des personnes et des territoires. Voilà, hein. Quand je pense que Macron nous disait, quoi qu'il en coûte, qu'il fera tout pour éviter ce désastre économique, ben non, hein, non, ne croyez pas qu'on va vous annuler vos dettes, hein. On vous reporte les charges, mais comme il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de chiffre d'affaires, comment allez-vous payer les charges cumulées sur X années? Enfin bref, c'est pas avec 1500 euros d'un côté ou de l'autre, enfin bref. Et puis il y a tellement beaucoup d'argent à se faire en bradant la solidarité pour favoriser les assurances privées. Retraite, système de santé, chômage. Je crains que notre sécurité sociale ne serve de variable d'ajustement à la crise financière et ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter, on va le sentir passer. D'ailleurs, l'hôpital en est une des preuves, hein. En pleine crise sanitaire, les fermetures de lits se poursuivent et la question du recrutement du personnel nécessaire n'est toujours pas à l'ordre du jour. La santé en France est depuis longtemps à deux vitesses. L'accompagnement des malades est de plus en plus médiocre et cette crise va encore s'accentuer en 2021. On est de plus en plus nombreux sur cette terre et notamment en France. On a de plus en plus d'étrangers qui arrivent, qui se font soigner gratuitement sans payer. Je vous ai déjà dit compter à peu près 400 000 personnes chaque année en plus. Ce sont des gens qui viennent de territoires un petit peu compliqués, pauvres, où ils n'ont pas eu les soins nécessaires. Donc la France, dans sa grande générosité, veut bien faire payer les gens qui sont français et qui cotisent depuis 30, 40, 50 ans. On veut bien continuer à faire payer les Gaulois, mais les étrangers qui n'ont jamais rien versé à l'État français sont soignés gratuitement. Donc, de plus en plus, vous avez des gens qui vont à l'hôpital pour des pathologies parfois très très légères, mais c'est tout pris en charge, vous comprenez? Les urgences, c'est presque gratuit, donc ça va très bien, hein, plutôt que d'aller payer chez un spécialiste à 60 ou 70 euros la visite. Voilà, hein, pour peu que la personne ait en plus sans papier, donc tout va très bien. Voilà, donc on ne réduit pas des lits quand il y a de plus en plus de malades, hein. Je crois qu'on a perdu 160 000 lits d'hôpitaux en 15 ans. Voilà, hein, bon. C'est tout. Alors évidemment, ce système de santé, vous voyez, je pense que les nombres de vaccinés, mais on en est quoi, 300 et quelques en une semaine? Pendant ce temps, en Israël, on est capable de vacciner 150 000 personnes par jour. Et en Grande-Bretagne, on en est à des centaines de milliers. En Allemagne, ils ont déjà vacciné quelques dizaines de milliers. Donc, après les masques, les tests, nous allons encore souffrir une nouvelle fois de la bureaucratie, de la désorganisation totale du ministère de la Santé, de l'État français, voire même, hein. Donc, au vu des brillants résultats en matière de gestion du Covid, on peut espérer peut-être un peu moins de prétention et de morgue chez Macron, Véran et compagnie, et peut-être un peu plus d'efficacité dans l'organisation de la vaccination pour ceux qui veulent la faire, hein. Voilà. Est-ce que le gouvernement assume son incapacité, son incompétence? Il ferait mieux de botter quelques arrière-trains dans la fonction publique, au risque de faire sinon se faire botter le sien
d'arrière-train, si on peut dire, mais comptez sur moi pour dans un an faire toute mon énergie pour faire sauter Macron. Donc, c'est quelque part, la France, c'est le pays, si vous voulez, de Pasteur, hein, qui a inventé la vaccination, mais c'est géré par la 7e compagnie. Hein. Vous avez tout compris. Voilà. Alors, bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas un pro-vaccin, notamment ces vaccins type ARN, hein, mais il s'agit de s'interroger sur un soi-disant pays, 6e puissance mondiale, censé avoir le meilleur système médical, le meilleur système de santé du monde. Et en fin de compte, on n'a pas plus de capacité d'organisation qu'un pays en voie de développement. Hein, voilà. Hein. Bon, vous avez compris, on a montré notre incapacité logistique à avoir pour la distribution des masques, puis l'organisation des dépistages, et puis pour les tests, on a des tests qui marchent, qui donnent 63% de faux positifs. On fait des tests à des températures en dessous de 15 degrés, ce qui n'est pas bon pour les résultats. Enfin bon, voilà. Hein. Donc, évidemment, tous les médias, les agents de propagande des médias s'indignent, fustigeant les lenteurs des bureaucratiques et la trop grande prudence des autorités dans le recueil des consentements. Le directeur de l'Assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, tout dévoué à Big Pharma et au vaccin, nous dit se vacciner, ce n'est pas un référendum pour ou contre le gouvernement, ce n'est pas un référendum pour ou contre l'industrie pharmaceutique, c'est une sorte de référendum pour ou contre le virus, ce n'est pas un acte politique. Et oui, mais tout le monde somme le gouvernement d'accélérer la campagne de vaccination comme si nous étions dans une course contre la montre. Hein. Mais en fin de compte, ce n'est pas un problème de recueil des consentements, c'est un problème de consentement tout court. Les Français ne sont pas complètement idiots, ils ont bien compris, même dans les EHPAD, les vieux, ou du moins leurs familles, quand elles ont un mot à dire, ne sont pas pressés de faire injecter ce qui est considéré par certains comme un poison. Hein. Être une personne à risque ne donne pas envie de prendre encore plus de risques. Il se murmure que cette campagne de vaccination ressemblerait plutôt à une campagne d'extermination des bouches inutiles. Voilà. Nos locataires des palais dorés de la République ont beau seriner que ce pseudo-vaccin permettrait de retrouver une vie normale. Le chantage ne prend pas. Il suffit de s'informer un peu pour savoir que vaccin ou pas, les masques, les confinements, les couvre-feux, les tests, etc., aucun des éléments de l'arsenal totalitaire ne disparaîtra. Vous vous vaccinez, mais vous êtes quand même contagieux, donc il faudra quand même mettre un masque, etc. Donc, où est l'avantage, hein, franchement? Voilà. On vous dit, à longueur du temps, j'y reviendrai certainement si j'ai encore le temps, on vous dit, rien ne doit redevenir comme avant. Voilà. Nous sommes dans une nouvelle normalité, donc on peut se rendre compte que c'est une guerre contre les peuples d'ailleurs qui seront absents du système qui va être mis progressivement en place, puisqu'on n'aura plus besoin, en fin de compte, et qu'il y aura quelques milliards de personnes en trop sur cette planète, car tout sera fait par des robots et par l'intelligence artificielle, d'où éventuellement le forcing pour mettre la 5G, hein, parce qu'on a besoin de relais de plus en plus près. Voilà. Hein. Donc, compte tenu du peu d'empressement pour vous faire vacciner, il faut s'attendre à ce que le pouvoir durcisse le rapport de force et tente d'imposer contre vent et marée son passeport vaccinal, voire sanitaire, en usant et abusant des techniques de communication les plus vicieuses pour faire accepter aux Français ce qu'ils ne veulent pas. Bien. Bon. Vous voyez derrière moi, là, au bout du doigt, hein, Napoléon. Napoléon m'a téléphoné et il m'a dit qu'il se retournait dans la tombe la nuit parce que, rappelez-vous que Napoléon a créé la Légion d'honneur le 19 mai 1802. Il était alors premier consul. La France était entourée d'ennemis. La France a fait face à toute l'Europe. Et pour récompenser les gens qui avaient montré une certaine bravoure, notamment, surtout sur les champs de bataille, il avait créé ce qu'on appelle la Légion d'honneur. Voilà. Karine Lacombe, l'indigne de la République, a reçu la Légion d'honneur pour avoir tapé sur le professeur Raoult à la télé. Hein. Voilà. Il n'en est d'ailleurs pas revenu, le professeur Raoult, cette agression, une médecin qui agresse un professeur. Et cette même médecin qui n'a jamais déclaré en public ses liens d'intérêt avec les laboratoires,
susceptibles d'ailleurs de fabriquer des produits pour utiliser sur cette maladie du Covid, hein, dont on discute. Hein. Et elle a des relations avec plusieurs laboratoires qui travaillent sur le corona. Et quand on va sur le site gouvernemental, on s'aperçoit que Karine Lacombe a été consultant, membre du conseil d'administration des laboratoires AbbVie, BSN et de Gilead. Voilà. Donc, cette personne n'avait pas à prendre la parole dans le Haut Conseil et a enfreint quelque part la loi. Et on peut dire que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, toute personne française a le droit de porter plainte devant le Conseil de l'Ordre des médecins qui doit instruire l'affaire. Cindy, le docteur, je crois, le docteur Delépine. Voilà. On ne peut pas toucher 200 000 euros des laboratoires, plus de 200 000 euros des laboratoires, et après arriver et avoir une opinion neutre. C'est normal. On embrasse la main qui vous donne de l'argent. Hein. On va pas prôner le contraire des effets des médicaments et on va chercher à faire passer des médicaments à 2 000 euros. Et d'ailleurs, je vais y revenir, plutôt que de faire passer des pilules à 10 centimes. Voilà. Donc, quelque part, cette Légion d'honneur est devenue la récompense donnée aux... Certains vont dire aux ordures les plus corrompus, ou ceux qui ont la langue la plus longue pour lécher le cul des salopards qui ont le pouvoir. Il est évident que le président Macron doit avoir le cul très propre, car beaucoup de personnes doivent y user fortement leur papille gustative. Hein. Quel déshonneur pour la Légion d'honneur, quel crachat à la gueule de tous les illustres patriotes qui ont réellement servi la France avec cœur et bravoure. Quelle déchéance, c'est la Légion du déshonneur. Voilà. Hein. C'est franchement... Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait donné aussi au président de l'Égypte, en catimini, personne n'en a parlé, sauf la télévision égyptienne. Bien... vous savez que certains... Ah oui, je vais revenir. En tout, la nuit de la Saint-Sylvestre. La nuit de la Saint-Sylvestre. Que dis-je selon une information révélée par Europe 1, 861 voitures ont été brûlées sur l'ensemble du territoire français durant la nuit de Saint-Sylvestre. J'avais pris les paris il y a moins d'un mois, et ce, malgré le couvre-feu et la mobilisation massive de gendarmes et de policiers pour respecter les mesures sanitaires. Hein. Vous les voyez à la télé, oui, on va faire ci, on va faire ça, tout le monde est dehors, on va contrôler. Si vous avez le malheur de sortir après 20 heures avec une bouteille de champagne, mon Dieu, hop, 135 €. Hein. Voilà. Et puis il y a des bandes armées qui ont trouvé le moyen de faire brûler 861 voitures. Où était la police? À traquer le petit blanc bien tranquille, hein, le père de famille, voilà, qui souhaite arroser avec sa femme, invité chez des amis. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais ce chiffre de 861 voitures, bien entendu, ne figure pas dans le communiqué de presse du ministère de l'Intérieur sur le bilan des incidents qui se sont déroulés cette nuit. Gérald Darmanin, vous voyez, l'honnêteté de ces gens avait personnellement demandé par une note adressée au préfet que ces chiffres ne soient pas communiqués localement pour éviter tout phénomène de compétition. Oui, parce que entre les différentes communes, je voyais dans le Rhône, entre Vaux-en-Velin, Vénissieux, c'est à celui qui avait le plus de voitures brûlées pour son équipe, quoi. Enfin bref, voilà. Alors évidemment, ce chiffre serait en recul de 41% par rapport au bilan record de l'année dernière où on avait déjà 1457 voitures incendiées. Hein. Voilà. Mais enfin, comment autant de voitures ont pu être brûlées malgré cet dispositif important de force de l'ordre? Mais, par contre, depuis 2 jours, on vous parle de la rave party rassemblant 2500 personnes qui ont trouvé le moyen de danser dans des hangars. Donc voilà, hein, c'est bien, vous savez, bon, c'est la période des vœux, hein, ça va durer tout un mois, entre les galettes et les vœux, et donc certains élus d'Île-de-France ont été choqués de recevoir une carte de vœux du préfet de police Didier Lallemand, comprenant une citation de Léon Trotsky évoquant l'ordre nécessaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront bon croissé, que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement, et souvenez-vous bien, que sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables. Il écrivait ça le 21 avril 1918, voilà. Hein.
Et c'est cette phrase qu'on retrouve sur la carte de vœux du monsieur le préfet de police, Didier Lallemand. Voilà, hein. Monsieur, ça serait bien si vous pouviez assurer la sécurité de nos concitoyens. Hein. Ce sont des phrases inadmissibles. Ce monsieur, on l'a vu dans la crise des Gilets jaunes, avec des yeux arrachés, des mains arrachées. Voilà, c'est relativement scandaleux. Hein. Citer Trotsky, c'est stupide et très inquiétant. Ce n'est pas seulement une notion, si vous voulez, de droite ou de gauche, mais quelque part, parler de Trotsky, c'est penser à la police politique, vous voyez, au goulag, hein, de choses très très spécifiques. Hein. Est-ce que Monsieur Lallemand a des fantasmes et ça lui plairait de ramasser des bus entiers de gilets jaunes pour les envoyer dans des centres où on pourrait enfermer toutes ces mauvaises graines de Français patriotes qui veulent garder leurs avantages acquis. Oh mon Dieu, voilà. Hein. C'est peut-être le futur, hein, que nous allons bientôt vivre. Hein, voilà. Mais c'est sidérant, sidérant. Alors, je reviens sur un point de détail fantastique. J'ai Emmanuel Macron, ça passait, mais j'écoutais pas. Mais bon, je crois qu'il nous a promis que dans ses vœux, il nous a dit qu'il allait parler vrai. C'est-à-dire que depuis 3 ans, il nous raconte des mensonges. Hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Mais notamment dans la gestion de la crise. Hein. Rappelez-vous qu'au 14 juillet, il nous avait dit on sera prêt pour la seconde vague. Hein. Vous voyez, même les vaccins, ils ne sont même pas capables de les faire. Tant mieux, remarquez, mais bon. Voilà. Alors, lors des voeux du 31 décembre, Emmanuel Macron cite en exemple de nombreux anonymes qui ont fait front au Covid. Notamment Jean-Luc Éboueur en Guyane. Voilà. Hein. Alors, donc la chaîne Guyane Première a retrouvé ce Jean-Luc. Hein. Jean-Luc, originaire de la Guadeloupe, chauffeur éboueur en Guyane, et depuis l'apparition du Covid, Jean-Luc a poursuivi inlassablement son travail. Il est un des héros du quotidien qu'Emmanuel Macron a cité en exemple. Les Français anonymes, engagés et solidaires qui ont tenu notre pays dans l'épreuve. Hein, voilà. Hein. Donc, ce monsieur est chauffeur éboueur, et avec ses collègues Anthony et Maxime, ils n'ont jamais cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Au plus fort du confinement, ils constituaient quelque part cette deuxième ligne qui a permis au pays de continuer à vivre et à la vie de continuer. Dont acte, voilà. Mais bon, si vous voulez, Macron et tout son staff, qui eux n'ont pas fait leur boulot, pour lequel ils sont payés, hein, aiment bien parler des petites gens, ça fait populaire, hein, si vous voulez. Hein. Bien. Mais ce Jean-Luc, il a reçu plein de messages, il est étonné, on parle de lui, hein. Voilà. Donc, la télé locale a retrouvé Jean-Luc Samos dans son quartier de Balata à Matoury. Donc, j'en profite pour saluer. Je crois que j'ai quelques spectateurs, téléspectateurs en Guyane d'ailleurs, qui m'avaient envoyé un message. Donc, j'en profite pour le saluer. Et puis, de saluer tous les expatriés qui vivent sur notre planète, hein, qui m'envoient fréquemment des messages. Hein. Et donc, ce monsieur, il a 49 ans, il n'a pas vu en direct les vœux présidentiels, il y avait certainement autre chose à faire, mais dans les minutes qu'on suivit, il explique avoir été submergé de messages. Mais il a dit « je suis étonné par la chose ». Il a bien expliqué que le ramassage d'ordures ne s'était pas arrêté, cela aurait été évidemment catastrophique, hein, si les services publics se plantaient comme ça. Mais il en profite, bravo à ce Jean-Luc, il en profite pour lancer un message au président de la République. Il attend toujours la prime de 1 000 € promise au début de l'épidémie du Covid-19 pour les salariés en première ligne. Les primes de 1 000 € que vous avez mis en ligne et qu'on devait toucher, je n'ai jamais touché. J'ai toujours assuré le service minimum. J'estime que mon équipe et moi, on devrait avoir ces primes-là. Je ne pense pas que ça soit une montagne pour vous. Voilà ce que dit ce monsieur Jean-Luc, éboueur guyanais. Voilà. Hein? Eh bien oui, Macron, il aurait mieux fait de s'abstenir. Bien. Vous savez, on vous parle du Grand Reset et le World Economic Forum de Davos. Alors, je vais vous aborder un tout petit peu, très léger, hein. Mais, vous savez,
c'est pas complotiste. Je vais vous citer deux phrases et vous allez comprendre. C'est le professeur Klaus Schwab, un monsieur qui a 82 ans maintenant, qui a créé l'événement de Davos avec l'aide de quelques multinationales, je crois, dans les années 70, où tout le gratin des gros industriels venait échanger entre eux sur les moyens de s'enrichir encore plus au détriment de la population. Qu'est-ce que nous dit ce monsieur? Je veux dire, c'est tout. Vous écoutez. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à leur normale. Pour faire court, la réponse est jamais. Nada. Jamais. La normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera, car la pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale, nous dit le professeur Klaus Schwab. Alors, je vais vous dire deux choses. Tiens, je vais mettre sa photo. Klaus Schwab, voilà. C'est ce monsieur, vous voyez. Ben là encore, il est un tout petit peu souriant, mais je peux vous dire que vous n'osez même pas lui demander l'heure, vous avez peur qu'il vous facture le prix d'une montre Franck Muller à 7000 €. Est-ce que ça existe? Voilà, c'est quand même un paradoxe, si vous voulez, une petite réflexion. Pendant des décennies, le capitalisme de Davos a professé la religion de la production, du profit. Et comme par hasard, on se sert maintenant de la décroissance, d'une certaine frugalité économique. Vous voyez ce que je veux dire? Faut faire attention, la pollution, la planète, etc., etc. Attendez, ça ne les a pas gênés pendant des années, des années. Donc, c'est bizarre. Donc, les raisons de ce revirement restent à élucider. Mais enfin, ce monsieur Klaus Schwab, là, c'est le gourou de notre Premier ministre qui a lu son livre. Le plan est de construire un empire mondial où nous serons devenus soumis totalement. Nous dépendrons d'eux pour chacun de nos gestes. Les désobéissants seront carrément enfermés. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous voulez pas. Donc vous n'avez pas droit à la vie en collectivité. C'est comme à l'EHPAD, je vous ai dit la semaine dernière, vous n'êtes pas vacciné, vous n'allez pas au réfectoire, vous ne faites pas les activités ludiques en commun. Et voilà, donc du coup, pour ne pas perdre le contact avec les autres, vous vous vaccinez. Voilà. Alors, bon, il y a le document du Grand Reset, il y a une grande remise à zéro financière. Je pense qu'ils vont à un moment nous présenter l'addition et nous prendre sur les comptes en banque et nous diminuer les retraites. Je vais vous dire quelques extraits. Voilà. Alors, la nature hautement interdépendante et interconnectée de l'économie, des industries et des entreprises aujourd'hui, comparée à la dynamique qui relie les catégories macro, signifie que chacune d'entre elles a un effet domino rapide sur les autres de multiples façons différentes. Il y a un truc qui s'écroule, ça fait tomber l'autre, et encore tomber l'autre, et encore tomber l'autre. D'accord. Prenez les restaurants. Ce secteur d'activité a été frappé par la pandémie à un point tel qu'on ne sait même pas comment le secteur de la restauration pourra se rétablir. Un jour. C'est vite fait. Comme l'a dit un restaurateur, comme des centaines d'autres chefs cuistots de cette ville et des milliers dans tout le pays, je me pose maintenant la question de savoir à quoi ressembleront nos restaurants, nos carrières, nos vies, si seulement nous les retrouvons un jour. En France et au Royaume-Uni, plusieurs voix de l'industrie estiment que jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au confinement et aux mesures des distanciations sociales consécutives. Cela ne concernera pas les grandes chaînes et les géants de la restauration rapide. Cela laisse supposer que les grandes entreprises deviendront plus grandes, tandis que les plus petites diminueront ou disparaîtront. Une grande chaîne de restaurants, par exemple, a de meilleures chances de rester opérationnelle, car elle bénéficie de plus de ressources et en fin de compte d'une concurrence moindre à la suite des faillites des plus petits établissements. Les petits restaurants qui survivront à la crise devront se réinventer entièrement. En attendant, dans le cas de ceux qui mettent définitivement la clé sous la porte, la fermeture aura un impact non seulement sur le restaurant et son personnel immédiat, mais aussi sur toutes les entreprises qui opèrent dans son orbite, les fournisseurs, les agriculteurs et les chauffeurs de camions. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est des mots qui sont extraits de la grande réinitialisation, édition française. Je ne sais pas si c'est pas la page 384, mais voilà. On peut raconter ce qu'on veut. C'est écrit, ils vont faire une grande réunion au mois de janvier, et voilà, ça a déjà été annoncé depuis quelques années.
il y a 7 ans, on nous avait déjà annoncé, dans 7 ans, il y aura un grand reset. C'était Christine Lagarde qui l'avait annoncé. On se posait tous la question, pourquoi nous parle du chiffre 7? À l'époque, on était en 2014. Et voilà, donc certains y ont vu du complot, des chiffres cabalistiques, etc. Mais enfin bon, sachez que fin janvier, il y aura une grosse réunion. Et puis ils vont dire, eh ben, voyez, il y a toujours la pandémie, etc. Enfin, une pandémie qui n'est pas une pandémie, qui est une épidémie qui a peut-être tué 1 500 000 personnes sur 7-8 milliards d'individus, qui représentent 0,0, voilà, hein, et qui tue quand même notamment, à 99% des personnes âgées, hein, qui allaient peut-être mourir dans 6 mois ou dans 1 an. Hein, voilà. Je connais des personnes de mon âge qui ont 60 ans, qui ont été touchées, mais bon, parfois vous avez des gens qui ont du diabète, voilà, autres trucs, et qui sont beaucoup plus fragiles. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le répète, il me semble avoir lu qu'il y a seulement 1300, 1400 jeunes, je vous l'ai dit, je crois, dans la dernière vidéo, de moins de 60 ans ou 65 ans qui sont vraiment morts du Covid. Hein. Les autres personnes qui étaient dans la tranche d'âge 20-60 ans avaient d'autres pathologies qui a fait que ça a ouvert la porte plus grand au Covid. Mais voilà, hein. Sinon la mortalité elle est de 0,05. Donc 1,5% de mortalité pour les gens malades, hein, pas pour les gens contacts. Hein, je vous l'ai déjà dit, tous les tests, il y a une bonne partie des tests qui sont faux, qui donnent des mauvais résultats. Vous en faites un aujourd'hui vous êtes positif, 2 jours après vous êtes négatif. Et un test doit se faire entre 15 et 25 degrés et non pas sur le parking d'un hypermarché. Ça, c'est une chose. Alors, j'ai pris, au titre professionnel et amical, en discutant avec des gens, une personne me dit j'ai la fille de mon compagnon qui fait des hautes études de recherche scientifique, etc., qui a chopé le Covid cet été. Ouais. Et donc, elle se posait la question, déjà, elle pour sa santé, et puis en même temps, étant un petit peu dans la recherche scientifique, dans l'étude, etc., elle s'est dit, mais si j'ai eu le Covid, j'ai, si vous voulez, des anticorps. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, quand on dit vous faites vacciner, c'est pour que vous produisez des anticorps, comme ça vous n'êtes pas sensible à la maladie. Donc, au mois de décembre, elle a fait des analyses sanguines pour connaître ses anticorps. Elle n'a plus d'anticorps. C'est-à-dire que quelque part, cette jeune femme, hein, environ moins de 30 ans, qui a eu le Covid au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois après, elle a déjà plus d'anticorps. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut rechoper le Covid. Voilà, ah bah, s'il y a des médecins qui m'écoutent, ça m'intéresse. Mais enfin, elle est dans le domaine scientifique, et elle a discuté avec ses grands professeurs qui leur donnent des cours et tout, parce que ça doit être un niveau Bac plus 5 ou Bac plus 10. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous vous interpellez, vous dites, mais attends, cette histoire de vaccin, alors déjà on a un vaccin qui nous protège à 50%, mais qui en plus nous laisse toujours contagieux et on peut toujours contaminer les autres, parce qu'il n'est pas stérilisant au niveau du virus. Donc, vous voyez, c'est se poser des questions, c'est pas être complotiste, vous voyez. C'est être sceptique sur certaines choses qu'on peut bien nous raconter. Parce que l'industrie pharmaceutique est faite pour faire du pognon. Voilà, hein. Si en prenant 3 tisanes, vous pouvez faire passer certaines petites maladies, eux, ils préfèrent vous vendre des boîtes à 10 ou 20 balles, et voilà. Hein. Il y a encore des traitements. J'avais un monsieur, je ne sais pas, je vous en ai parlé, un dirigeant d'une société qui avait augmenté le prix d'un médicament de 5000% aux États-Unis. Hein. Donc voilà, hein, donc c'est... Donc, voilà, on commence bien l'année, ouais, j'ai un coup de fatigue là très fort. Mais écoutez, moi je suis toujours là. J'ai plein de vœux. J'ai plein de vœux. Bonne année aux Warriors, on m'a dit un collègue très gentil, originaire du centre de l'Europe. Je le salue. Voilà, écoutez, on commence comme ça, on va voir ce qui va se passer. Donc ils vont vous mettre la pression pour le vaccin. Hein. Voilà, soyez-en certains. Et d'ailleurs, tous les 2 jours, ils changent de fusil d'épaule, parce qu'au départ, c'était pour les personnes âgées, après, c'était... Et puis maintenant, ils essayent d'accélérer le mouvement. Il faut couler les stocks. Hein.
Voilà. Enfin, cette année, ce que je voulais vous dire, euh, je voulais vous dire quelque chose. Permettez que je retrouve mon papier. C'était ce qui était fantastique cette année. C'est pour ça que je n'ai plus aucune, comment dire, aucune confiance. C'est que la Commission européenne a acheté à Gilead 500 000 doses d'un médicament anti-Covid au prix de 1970 euros l'unité. Hein. Donc vous voyez bien que c'est une impréparation au sein de l'Europe. Voilà, la Commission européenne a signé contre toute attente le 7 octobre un contrat monstre concernant le médicament de la société Gilead, le Remdesivir, et plus censé lutter contre le Covid. D'une part, aucune étude n'avait été rendue sur l'efficacité de ce médicament. Et donc un organisme, l'Organisation mondiale de la santé, n'avait pas encore rendu ses conclusions. Donc voilà. Hein. Et à peine une semaine après la signature du contrat, l'organisme chargé par l'OMS de contrôler l'efficacité du médicament a rendu son verdict. Le Remdesivir n'a peu ou pas d'effet hospitalisé et en plus ça endommage les reins. Voilà. Hein. Mais nous, en Europe, on n'était pas au courant. On n'était pas au courant de l'étude. Voilà. Hein. Donc c'est étrange que les représentants européens, qui croisent chaque semaine les émissaires de l'OMS à Bruxelles, mais ils n'étaient pas au courant, je crois. Je ne sais pas ce qu'ils doivent parler d'un bon restaurant ou des prostituées de luxe qui croisent à Bruxelles, mais certainement pas du dossier sensible du Covid. Voilà. Hein. Voilà. C'est ubuesque, car dès le mois d'août, le Comité de sécurité sanitaire européen avait évoqué l'utilisation du Remdesivir, réaffirmé en septembre à 2 reprises, puis en octobre, avant la signature de contrat. Voilà. Mais ils n'en parlent pas à l'Organisation mondiale de la santé, et l'Organisation mondiale de la santé, elle ne leur dit rien. Voilà. Hein. Alors que les résultats étaient connus déjà depuis le 23 septembre. Hein. Bon, on s'écrase, on laisse l'Europe faire le contrat d'1 milliard, et ensuite on dit « Ah, c'est dommage, eh ben, ça ne sert à rien. » Voilà. Hein. Bon, sur ce, donc vous voyez comment voulu avoir confiance avec ces gens-là. Voilà, c'est simplement de la simple lucidité. Ils font quoi? Je ne sais pas. Nous, ça fait 6 mois qu'on disait attention, attention, attention. Ben là, non, ils l'achètent. Mais par derrière, ils ont dû avoir... ils ont leur vacances habits qui est payé par le laboratoire Gilead. Bref, sur ce, je vous embrasse, je vous laisse, je sais, je parle trop. Merci beaucoup, à très bientôt, à la semaine prochaine. Terminez bien ce week-end de Nouvel An. Je vous embrasse très très fort. Merci en tous les cas pour tous vos vœux et pour tous vos commentaires. À bientôt. Merci. Au revoir. Et partagez, hein, je compte sur vous. Merci beaucoup.